on va aborder maintenant le problème de l'insuffisance respiratoire chronique, puis après je répondrai à vos questions. Donc là, on est dans un domaine complètement différent. C'est-à-dire, on n'est pas dans la notion d'urgence, on va être plutôt dans la notion de handicap, d'altération de la qualité de vie. La définition d'une insuffisance respiratoire chronique repose sur la mesure de la PaO2 qui, en état stable, est inférieure à 70 mm de mercure. Alors pourquoi en état stable? Parce qu'après une poussée d'insuffisance respiratoire aiguë, au cours de laquelle la PaO2 diminue, le patient peut mettre un certain temps pour récupérer sa PaO2 normale. Et un certain temps, ça veut dire parfois 2 mois. Alors ça peut sembler évident, mais à l'époque où on a débuté les traitements par oxygénothérapie de longue durée, c'était une notion qui n'était pas si évidente, et on s'est rendu compte comme ça qu'on avait institué une oxygénothérapie de longue durée à des patients, enfin en aigu, et poursuivi après, alors que finalement les patients à distance de leur insuffisance respiratoire aiguë avaient un niveau de PaO2 tout à fait correct qui ne nécessitait pas l'oxygénothérapie. Donc PaO2 inférieur à 70 en état stable, avec une PaO2 qui est là aussi diminuée, normale ou augmentée, en fonction de l'étiologie. Le signe fonctionnel majeur, c'est la dyspnée d'effort, qui peut être plus ou moins importante. Alors comment on l'apprécie? Il faut faire porter l'interrogatoire sur la marche, alors la marche, ça veut dire la marche en terrain plat, la marche en côte, la distance parcourue avant que la dyspnée survienne, la marche à vitesse normale, la marche à une vitesse rapide et la montée des escaliers. Et il faut laisser parler les malades. C'est-à-dire que souvent, monsieur, est-ce que vous êtes essoufflé à l'effort? Le malade vous répond non. Bon, vous le laissez parler et vous dites, mais ce qui m'embête, c'est que moi j'habite au 3e étage et je mets un quart d'heure pour monter mes 3 étages. Et pourquoi? Parce que je suis essoufflé. Ah, d'accord. Donc il ne faut pas être trop directif dans l'interrogatoire. Par exemple, est-ce que vous êtes essoufflé en montant les escaliers? Non. Mais en fait, vous apprenez qu'il ne monte jamais les escaliers parce qu'il a un ascenseur. Enfin, dans certains cas, cet essoufflement il peut survenir pour des efforts minimes de la vie courante. Se coiffer, faire un brushing, parler, prendre une douche. Donc ça, on est dans le cadre, bien sûr, d'insuffisance respiratoire chronique absolument majeure. Et dans les formes extrêmement évoluées, cette dyspnée survient au repos. Et certains patients, en particulier avec un emphysème pulmonaire, sont très impressionnants. C'est-à-dire qu'au repos, ils respirent à 30 par minute. Vous les allongez sur votre lit, ils se retrouvent à 40 par minute. Et ils sont comme ça depuis des années. Ils se sont adaptés. Mais d'une manière générale, la dyspnée de repos est un signe d'extrême gravité de l'insuffisance respiratoire chronique. Bon, la cyanose, comme pour l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est un signe extrêmement tardif. Chez quelqu'un qui a un taux d'hémoglobine normal, la cyanose apparaît pour une PaO2 inférieure à 50 mm de mercure. Donc les patients qui ont à l'état basal, en dehors d'une exacerbation, une hypoxémie aussi profonde, sont des patients extrêmement graves. Donc c'est un signe la cyanose est un signe beaucoup trop tardif. Et puis, vous avez des signes qui vont dépendre de l'étiologie de l'insuffisance respiratoire chronique. Les emphysémateux sont souvent très distendus et ça se voit à l'examen clinique. Dans une fibrose pulmonaire, l'auscultation retrouve souvent des râles crépitants très particuliers et vous pouvez avoir des râles bronchiques diffus dans une BPCO. Quelles sont les complications d'une insuffisance respiratoire chronique? D'une part, ce qu'on appelle les exacerbations, c'est-à-dire des aggravations de la maladie, qui vont conduire le patient donc à la question précédente, en fait, de l'insuffisance respiratoire aiguë. Ces insuffisances respiratoires aiguës peuvent être déclenchées par une infection, un pneumothorax, une embolie pulmonaire. Deuxièmement, l'hypoxémie chronique peut entraîner une polyglobulie par stimulation de la sécrétion d'érythropoïétine par le rein. Et enfin, l'hypoxémie chronique peut entraîner une hypertension artérielle pulmonaire par 2 mécanismes, vasoconstriction et surtout ce qu'on appelle le remodelage vasculaire pulmonaire, c'est-à-dire une prolifération des fibres musculaires lisses de la média.
Et cette hypertension pulmonaire peut conduire à l'insuffisance ventriculaire droite, qui devient actuellement quand même beaucoup plus rare parce qu'on intervient par l'oxygénothérapie en particulier avant que ne se développe l'insuffisance ventriculaire droite. Donc ça, vous connaissez les signes d'insuffisance ventriculaire droite. Là, par contre, c'est une insuffisance ventriculaire droite chronique dont vous retrouvez les œdèmes des membres inférieurs. Alors, les causes d'insuffisance respiratoire chronique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont les anomalies fonctionnelles respiratoires qui vont vous orienter. Elles peuvent être obstructives, caractérisées par un trouble ventilatoire obstructif. Les causes essentielles, c'est la BPCO avec ou sans emphysème, mais il y a d'autres maladies bronchiques chroniques qui peuvent aboutir à cette insuffisance respiratoire. Les insuffisances respiratoires chroniques restrictives peuvent être dues à une maladie pulmonaire, fibrose pulmonaire, ou une maladie de la paroi thoracique, en particulier dans les grandes kyphoscolioses. Et dans certains cas, l'insuffisance respiratoire est à la fois obstructive et restrictive. C'est le cas en particulier des bronchiectasies diffuses, dans le cas de la mucoviscidose par exemple. Ce que vous remarquez sur cette radio, c'est une asymétrie. Manifestement, les lobes supérieurs sont moins bien vascularisés. Et c'est ce que vous voyez dans un emphysème. L'emphysème est caractérisé par une raréfaction vasculaire que l'on voit bien sur le scanner. Vous voyez ici, la partie antérieure des poumons est moins bien vascularisée que la partie postérieure. Alors c'est caricatural sur ce cliché. Vous avez ici le poumon normal, et là vous avez des zones complètement détruites par l'emphysème. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vaisseau. Il y a un parenchyme qui est totalement absent, avec des structures pseudo-bulleuses en fait. Donc cette radio est bien faite. Ne me dites pas qu'elle est mal centrée. Vous avez en fait une kyphoscoliose absolument majeure, donc ce que vous voyez là, qui va entraîner une compression en quelque sorte du parenchyme pulmonaire et être responsable d'une hypoventilation alvéolaire globale. Donc l'insuffisance respiratoire chronique, c'est une maladie grave. La bronchite chronique obstructive, c'est une des premières causes de mortalité dans le monde. C'est responsable d'un handicap respiratoire, par le biais de la dyspnée d'effort plus ou moins importante. Et c'est un pronostic grave en raison des décompensations aiguës, de l'altération progressive de la fonction ventilatoire, de l'importance de l'hypoxémie et du retentissement cardiovasculaire avec l'hypertension artérielle pulmonaire et l'insuffisance ventriculaire droite. Donc retenez bien que dans l'insuffisance respiratoire aiguë, on est dans le domaine de l'urgence, et la sémiologie, l'analyse sémiologique fine vous permet d'avancer très rapidement dans l'appréciation de la gravité de cette insuffisance respiratoire aiguë et dans la recherche de l'étiologie, et vous permet également d'adapter votre traitement symptomatique et même votre traitement étiologique. Alors, dans le cas de l'insuffisance respiratoire chronique, la sémiologie est essentiellement une dyspnée d'effort. Les explorations fonctionnelles respiratoires vous permettent d'apprécier la gravité de cette insuffisance respiratoire chronique, retentissement ventilatoire, importance du trouble ventilatoire obstructif et du trouble ventilatoire restrictif, et importance de l'hypoxémie chronique. Et donc ce sont des malades qui peuvent se retrouver avec de l'oxygénothérapie au long cours, voire même avec une ventilation non invasive au long cours. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.